Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est bien sûr consacré à l'organisation du travail en cas de grève. Bloquons tout, c'est le nom de ce mouvement qui paralyse Paris et sa région, avec 170 interpellations à la mi-journée dans la capitale et autant de complications, on l'imagine, pour les salariés et les entreprises. Alors comment se rendre à son travail quand tout est bloqué? Quels sont nos droits? Quelles sont nos obligations? Le télétravail est-il une carte maître? Et puis quelles conséquences sur la valeur travail et sur le coût d'une telle journée pour les entreprises franciliennes? On essaye de répondre à toutes ces questions avec nos invités dans une minute. En culture, l'univers poétique du Petit Prince danse sur les murs de l'Atelier des Lumières. L'occasion de retrouver les mots et les magnifiques aquarelles d'Antoine de Saint-Exupéry, de l'art de vivre, enfin, avec ce palace niché au cœur du parc du château de Versailles qui met à l'honneur une certaine idée de l'art de vivre à la française. Ça sera en fin d'émission. Malgré un nombre relativement faible de participants, le mouvement Bloquons tout avait déjà engendré et enregistré 300 interpellations à la mi-journée sur le territoire, dont plus de la moitié à Paris. On peut d'ailleurs observer cette carte des blocages et des actions en Ile-de-France et dans la capitale, des forces de l'ordre blessées, des routes incendiées, de nombreux points de blocage et autant de complications pour ceux qui devaient se rendre au travail malgré tout et pour les entreprises impactées bien sûr. Alors quels sont nos droits, nos devoirs, quelles obligations pour l'employeur et qu'apprendre aussi des précédentes mobilisations parce qu'il y en a eu d'autres et on ne sait qu'apprendre bien sûr des conséquences de ces dernières. On va en parler avec nos invités en plateau. Benoît Célia, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit du travail. Jean-Claude Delgène, président fondateur de Technologia, également auteur de Faire face aux risques psychosociaux. Alors c'est vrai que la grève, elle est pour certains synonyme de journée non travaillée. Pour d'autres, elle est surtout synonyme de grosse galère parce qu'il faut, malgré les complications, se rendre au travail et ça peut devenir une vraie mission, messieurs. Tout à fait, sachant que quand on ne travaille pas, on n'est pas rémunéré. Et donc évidemment, c'est tout de suite un sujet important pour tous ceux qui souhaitent se rendre sur leur lieu de travail. Et donc ils font tout pour y parvenir. Et donc l'employeur doit évidemment être un peu composant, mais malheureusement, il reste une obligation pour le salarié, c'est d'arriver à aller jusqu'à son lieu de travail. Voilà. Aller jusqu'à son lieu de travail. Est-ce que justement c'est toujours une obligation ? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une double dimension. La première dimension, c'est le respect du droit de grève, qui est un droit constitutionnel, qui remonte au préambule de la Constitution de 1946, repris par la Constitution de 1958, qui est une garantie fondamentale et qui doit s'exercer dans le cadre des lois existantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la continuité du service, et du service public en particulier. Parce que quand vous êtes les transports en commun, etc., il y a une nécessité d'organiser les choses de telle manière à ce que, effectivement, les salariés qui sont, eux, tributaires d'aller à leur travail puissent y aller. Donc, il faut voir que, en fait, aujourd'hui, depuis maintenant 2007, la réglementation a quand même garanti cette continuité du service public, puisque les organisations syndicales qui déclarent la grève ont une obligation de déclarer la grève 5 jours francs, c'est-à-dire à peu près 7 jours avant qu'elle ne soit réalisée. Et ensuite d'en préciser les conditions. Après, d'en négocier, et puis y compris les salariés qui font grève doivent déclarer 48 heures avant le fait qu'ils seront en grève. Donc ça laisse le temps, aux dirigeants, de faire en sorte de prendre les dispositions pour faire en sorte que, il y ait moins de perturbations possibles. Donc, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. En fait, le délai de prévenance de 48 heures, c'est dans le secteur public. Oui, dans le secteur privé. C'est-à-dire que ce matin, il y a tout un tas d'entreprises qui ont pu éventuellement découvrir que certains de leurs salariés n'étaient pas là et qui se sont rattachés à la grève nationale. Qu'est-ce qui se passe si on découvre qu'un salarié qui devait venir, contre toute attente, n'est pas là? Alors, le salarié doit de toute façon prévenir, il peut le faire jusqu'au dernier moment, mais il doit prévenir qu'il s'est mis en grève et qu'il rejoint le mouvement de grève nationale. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain, tout seul dans votre coin, faire grève. Vous pouvez faire grève dans votre coin, si vous êtes le seul à vouloir faire grève dans l'entreprise, à condition qu'il y ait un mot d'ordre national. C'est le cas aujourd'hui. Donc il y a peut-être eu des mauvaises surprises ce matin. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que finalement le mouvement est peut-être moins... Assez peu suivi. L'ampleur est moindre que ce qui était redouté.
pour autant, je le dis quand même, c'est important parce que parfois ça peut créer des perturbations dans l'entreprise qui, le secteur privé n'est pas au courant, n'a pas de délai de prévenance quand il y a une grève qui se déclenche. Tout à fait. Non, je parlais du service, de la continuité du service public. Donc là, vous avez une obligation pour, je dirais, faire en sorte qu'il n'y ait pas une rupture de la continuité du service qui est un service d'intérêt général, le fait de pouvoir se déplacer. Donc quand on dit que la France est paralysée, en fait, c'est pas tout à fait vrai. La France... on peut connaître des points de blocage importants. Il y a certains points qui sont plus chauds que d'autres. On l'a vu à Paris. Ceci dit, vous avez raison de dire que le mouvement qui est né quand même assez loin des organisations syndicales traditionnelles. Tout à fait, il est même du peuple. Voilà. Bon, donc on peut dire que c'est quand même... C'était un peu imprévisible, mais ça n'a pas eu les mêmes conséquences que ce qui était redouté avec les Gilets jaunes. Pour l'instant, il y aura le 18 septembre, bien sûr, qu'on observera. Le 18 septembre, c'est un peu différent, parce que là, vous avez toutes les organisations syndicales qui appellent. À mon avis, le 18 septembre, ça sera beaucoup plus manifeste que cette journée-là, en fait, pour moi. Justement, en prévision de cette journée du 18 septembre, et puis en souvenir de cette journée déjà du 10 septembre, comment est-ce qu'on peut accompagner salariés et entreprises dans une journée comme celle-ci? Est-ce qu'il y a un guide des bonnes pratiques? Un guide des bonnes pratiques, déjà, ce qui est certain, c'est que celle-là, on voit bien que les gens se sont organisés auparavant, ne serait-ce parce que la circulation aujourd'hui sur les routes d'Île-de-France était compliquée. Oui et non. Les points de blocage étaient peut-être moins pires que redoutés, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont restées chez elles en télétravail, avec l'autorisation de leur employeur. Donc ça, c'est le nouveau dispositif depuis quelques années qui a quand même beaucoup changé la donne, c'est le télétravail. Et puis, au-delà du télétravail, mais peut-être on reviendra dessus, comment demander ou pas à faire du télétravail. Vous avez tout simplement des salariés qui, à l'avance, posent une journée de congé parce qu'ils ne souhaitent pas effectivement se retrouver dans une situation de complexe pour son travail, sachant qu'une fois de plus, ils peuvent poser un congé payé, mais je le dis, c'est toujours avec l'accord de l'employeur. C'est important. C'est pas automatique. Il faut auparavant solliciter l'autorisation de l'employeur. Il y a peu d'employeurs qui doivent refuser dans le cadre d'une journée de grève, non ? En règle générale, non. Il y a effectivement peu d'employeurs le refusent, mais il peut y avoir parfois des impératifs dans l'entreprise qui contraignent l'employeur à refuser des demandes de congé. Avant de vous faire réagir, j'aimerais qu'on discute de ce que vous avez dit en introduction. Vous avez dit aujourd'hui, les salariés ont pour obligation de se rendre au travail. Ça implique un déplacement, ça implique d'y être en présentiel. Et vous venez de parler du télétravail, c'est vrai que c'est aussi, je parlais de carte-mètre en amorce, c'est vrai que c'est devenu une des solutions dont disposent les salariés. J'aimerais qu'on écoute Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, qui appelait déjà les salariés à rester chez eux. On était alors en plein dans les manifestations pour les retraites, c'était le 17 janvier 2023 sur France 2. Je le dis pour ceux qui le peuvent. Je sais que pour beaucoup, ça n'est pas une possibilité, mais pour ceux qui le peuvent, tout ce qui permet d'avancer ou de retarder un déplacement par rapport au jeudi, qui sera très difficile, de faire du télétravail quand c'est possible, et le bienvenu, parce que ce sera un jeudi très difficile. Alors ça, on le comprend comment? Comme un appel au télétravail, une injonction presque à rester chez soi? En fait, si vous voulez, le télétravail qui est tombé, en fait, qui s'est imposé par effraction dans nos vies en mars 2020, est aujourd'hui une habitude usuelle. Jusqu'en mars 2020, il y avait très peu de Français qui travaillaient. Il y avait, en fait, en moyenne, il y avait 8% qui avaient télétravaillé avant mars 2020, dont 3% essentiellement dans la haute fonction publique, qui travaillaient régulièrement en télétravail. Mais depuis lors, on est tombé dans la piscine, on a gagné 10 ans de maturité numérique en très peu de temps, ça c'est quand même fabuleux, et aujourd'hui, tout simplement, les Français peuvent, pour une partie, c'est globalement un gros tiers qui peuvent télétravailler. Sauf que dans la région parisienne, par exemple, où on est concerné aujourd'hui, globalement, 75% sont en fait dans des activités tertiaires. Donc, ils peuvent vraiment, sans problème, s'ils le désirent, avec l'accord de l'employeur, télétravailler. C'est un formidable amortisseur sur une journée comme ça. Alors, bien sûr... Donc, s'il n'y avait pas eu de télétravail aujourd'hui sur cette journée du 10 septembre, ça aurait été une vraie journée noire. Voilà, pourquoi? Parce que les gens se seraient déplacés, seraient encombrés, et quand vous avez des points de blocage, quand vous avez des encombrements, ça devient l'enfer. Tandis que là, les gens sont restés à travailler chez eux. Bon, alors... Ça va une journée, mais si effectivement un mouvement dure, après c'est plus vivable. Sur une journée de grève comme ça, bon, globalement c'est gérable et globalement ça n'a pas beaucoup d'incidence. Pourquoi? Parce qu'en plus du télétravail, comme il a été dit, il y a les journées de RTT, il y a les journées de congés payés qu'on peut prendre, et puis il y a aussi la tolérance des employeurs de pouvoir laisser les salariés arriver plus tard et partir un peu plus tard aussi. Sur cette flexibilité sur les horaires. J'aimerais qu'on reste sur le télétravail, Benoît Sévillia, quand vous entendez finalement
finalement, cette promotion du télétravail qui est faite par Clément Beaune, qui est faite par d'autres, d'ailleurs, ministres plus récents également, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites finalement c'est l'atout de chacun des salariés qui peut le dégainer à tout moment et est-ce qu'en fait on a la même productivité? Non, ça ne m'inquiète pas puisque pour deux raisons. Déjà, tous les postes ne sont pas éligibles au télétravail, donc toutes les entreprises n'envoient pas tous leurs salariés en télétravail. Évidemment, ce sont plutôt des postes cadres qui sont en règle générale concernés par le télétravail, certains postes employés, mais beaucoup de postes de sens sont au travail. Et puis par ailleurs, ça je le dis, il faut évidemment le savoir et le répéter, c'est que le télétravail ne se fait qu'avec l'autorisation de l'employeur. Donc du jour au lendemain, le salarié ne peut pas se mettre en télétravail. Je précise quand même... Qu'est-ce qui peut lui arriver s'il le fait, typiquement sur une journée de grève comme aujourd'hui? Pour faire du télétravail en entreprise, vous avez soit un accord d'entreprise, soit une charte de télétravail qui prévoit les conditions qui permettent aux salariés de demander à être placés en télétravail. Donc il y a des conditions à remplir. Si les conditions ne sont pas remplies, l'employeur peut répondre négativement. Et si par ailleurs des impératifs exceptionnels impliquent aussi que le salarié revienne en entreprise alors même qu'il avait été placé en télétravail, l'employeur peut aussi le demander. En général, c'est prévu par les accords de télétravail. Moi, j'ai certains accords de travail qui prévoient maintenant, qui écrivent noir sur blanc, qu'en cas de grève, le salarié peut expressément demander, si son poste est éligible au télétravail, à rester en télétravail. Mais il y a quand même toujours un accord de l'employeur à obtenir préalablement. Et comme vous disiez, quand c'est une journée de grève, en général, les entreprises s'organisent, les salariés acceptent de poser une journée de congé. Ce qui devient compliqué, c'est quand le mouvement s'installe dans la durée. Et où là, évidemment, les entreprises peuvent aussi être impactées parce que vous ne pouvez pas avoir tous vos collaborateurs en télétravail en permanence. À un moment donné, il faut les faire revenir. Dans ce sens, vous faire écouter les propos de Mathilde Lecause, présidente du LabRH, qui rappelait les progrès effectués depuis le Covid. Elle s'est exprimée le 19 janvier 2023, 2 jours après les propos de Clément Beaune. Alors qu'avant le Covid, on avait besoin, en tant qu'employeur, de rappeler à nos collaborateurs que le télétravail était une bonne réponse à la situation créée par la grève. Depuis le Covid, nous n'avons plus besoin de le faire car les collaborateurs nous informent qu'ils ont décidé de télétravailler ce jour-là. Non seulement il n'y a plus besoin de donner la permission, mais les collaborateurs ne se sentent même pas la nécessité de demander la permission. Tellement c'est une évidence pour tout le monde. Et la preuve, c'est que quand on candidate dans une entreprise, une des premières questions qui arrivent aujourd'hui, c'est comment est mis en place le télétravail. Je savais que ça vous ferait réagir. Oui, moi j'ai écrit 2 livres sur cette question-là. Donc effectivement, on voit que le télétravail a été vécu comme étant une solution à tous les problèmes, la panacée à un moment donné. Aujourd'hui, il y a quand même... On revient un petit peu. Hein. Ouais, aujourd'hui, il y a tout un phénomène, on l'a vu avec les salariés de la Société Générale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une revendication historique des organisations syndicales, qu'aujourd'hui, elle est largement partagée par les salariés, même si, effectivement, comme ça a été dit, il y a un tiers simplement des salariés aujourd'hui qui peuvent télétravailler. Qui sont effectivement éligibles. Enfin, qui sont éligibles. On pourrait être plus, on pourrait avoir un peu plus. Globalement, on pourrait avoir 8 millions de salariés éligibles. Pour l'instant, on en a un peu moins, mais globalement, on le voit bien qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes. Si vous voulez, le télétravail, c'est un peu comme le Tour de France, si vous me permettez. Je fais une comparaison. J'adore l'analogie, mais voilà. Pour l'instant, je ne vois pas venir. Quand vous êtes dans un peloton, quand vous êtes au Tour de France, les individus sont entraînés. Il y a une émulsion, une émulation collective. Et donc, même celui qui est un peu moins en forme ce jour-là, il va être entraîné. Tiré par le peloton. Voilà. Alors, vous avez ceux qui peuvent être très forts, qui s'échappent, mais globalement, le peloton reste groupé. Quand vous êtes en télétravail, le risque, c'est si vous managez mal les gens, si vous ne les accompagnez pas, et on a un vrai problème de management dans ce pays. C'est qu'ils décrochent du peloton ? Voilà, c'est qu'ils décrochent du peloton. Et il y a effectivement beaucoup d'études qui, effectivement, attirent sur ce risque-là. Non pas que les gens sont moins productifs en termes individuels, parce que vous gagnez 1 heure, vous gagnez 2 heures quand vous êtes en télétravail, donc ce qui est beaucoup. 2 heures par jour, c'est beaucoup en termes de productivité individuelle. Le problème, c'est la productivité collective, c'est l'intelligence collective. Et ça, et vous l'avez dit, ça découle aussi souvent de problématiques managériales. Voilà, et ça, les managers français n'ont pas du tout été habitués à cela. D'ailleurs, depuis la fin de la Covid, ils n'ont même pas été formés. On a un vrai problème de management du télétravail en France, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, ce qui fait qu'effectivement, on a une tendance, comme on a des pertes en termes de productivité collective, d'intelligence collective, on a une tendance à vouloir revenir, à faire revenir les gens beaucoup plus en entreprise. Au bureau, en pensant que c'est la solution pour répondre à ces manques à gagner. On n'arrivera pas à revenir, parce que les salariés ne voudront pas. C'est un droit acquis maintenant, c'est pas possible. Quand Mathilde Lecause dit on n'est pas obligé de demander la permission, ça c'est faux, au droit du travail. Ah oui, ça je vous garantis que même si la charte ou l'accord de télétravail de l'entreprise
vous donne l'autorisation de solliciter la possibilité d'être en télétravail, c'est toujours avec l'accord de l'employeur. Et il est vrai que s'il n'a pas de raison de le refuser, l'employeur, il doit s'en justifier. Mais il y a quand même un accord à obtenir de l'employeur préalablement. Après, il y a le principe de bonne foi. C'est évident qu'une journée comme celle-là, un salarié qui va arriver en retard ou un salarié qui, au final, ne pourra pas venir en raison du conflit, même s'il n'a pas demandé de télétravail, il pensait venir, il n'a pas réussi à venir, qu'est-ce qui va se passer ? On va pas le sanctionner. Justement, en revanche, on ne le payera pas. C'est un ça salarié non gréviste ne peut pas être sanctionné s'il ne parvient pas à rejoindre son poste de travail. C'est les propos d'Éric Rocheblave, avocat spécialisé en droit du travail. Le travailleur est tenu de prévenir son employeur. C'est ce que vous nous disiez à l'instant. Je précise quand même qu'il faut qu'il justifie quand même d'avoir été empêché d'arriver sur le travail. Il doit justifier de son impossibilité de se rendre au travail. Comment on justifie de son impossibilité ? Il faut tout simplement demander à l'organisme qui est chargé du transport public, par exemple si c'est la SNCF ou la RATP, il y a des vous pouvez demander un justificatif. Ça suffit. Ça suffit à justifier, oui, tout à fait. D'accord, donc il faut être, vous parliez de bonne foi tout à l'heure, de bonne intelligence. C'est souvent plus que, d'ailleurs, si vous me permettez, c'est plus souvent des retards que des impossibilités. Les impossibilités totales, non. Souvent, il y a des retards. Mais quand vous êtes, par exemple, je sais pas moi, au standard, ou si vous êtes à la réception dans un hôtel, que vous prenez 45 minutes dans la vue et que vous n'êtes pas à votre poste, vous pouvez vous faire virer si vous n'avez pas ce justificatif. Vous voyez, donc, c'est souvent... Virer directement, vous êtes un peu dur peut-être, 45 minutes de retard. Je l'ai vu sur la ligne Provins. J'ai fait une grosse étude il y a quelques années sur le stress lié au transport en commun. Et j'avais noté que sur la ligne Provins-Paris, il y avait énormément de jeunes qui se faisaient licencier parce qu'ils étaient en retard de manière perpétuelle. Ah oui, pour le retard répété. Le retard répété. Pas un retard isolé. Un retard unique, en effet. Ça paraît être une sanction un peu dure. Ça peut être un avertissement, mais isolé, c'est quand même rare d'aboutir à un licenciement. Non, mais en revanche, je pense qu'une fois de plus, quand c'est une journée, tout le monde est plus compréhensif. Quand les retards se répètent tous les jours, mais même à cause de la grève, c'est là qu'effectivement, il peut commencer à y avoir des tensions. Et là, on va demander des justificatifs. Et si les justificatifs ne sont pas là, il peut y avoir sanction. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que quoi qu'il arrive, sauf à ce que l'employeur soit très généreux, l'employeur ne paiera pas un salarié pour le nombre d'heures qu'il n'a pas fait dans l'entreprise, même si le salarié y est absolument pour rien. Ouais. Ça, il faut bien que les salariés, malheureusement... Donc ça peut être une journée intégralement perdue, même si par exemple on arrive à midi. Ouais. Il y a des salariés qui d'ailleurs, n'ayant pas de congé payé à poser, demandent éventuellement à pouvoir poser un congé sans solde. Congé sans solde. Ou à rattraper parfois. Voilà. Ou à rattraper, vous pouvez rattraper quelquefois avec l'accord de l'employeur. Vous décalez dans le temps et vous rattrapez. Mais bon... Est-ce qu'il y a des employeurs qui forcent, pardon d'utiliser ce terme, leurs salariés à poser une journée de congé en anticipant que cette journée va être ingérable et qu'ils ne pourront pas travailler dans de bonnes conditions et donc être productifs ? Ça peut se faire, peut-être pas là, parce que là, en fait, encore une fois, c'était largement anticipé. Il n'y a pas du tout, comme ça a été dit par Maître, il y a une situation donc un peu moins catastrophique que ce qui était prévu. Donc, et puis anticipable. Voilà. Anticipable. Après, si vous voulez, quand vous avez si vous avez par exemple le 18 et des journées de grève qui s'enchaînent, là oui, ça peut être un peu plus compliqué. En fait, l'entreprise effectivement peut contraindre un salarié à poser ses congés payés, mais il doit le faire un mois en avance. Ça doit il doit avoir consulté le CSE pour avoir organisé les départs en congés payés. Et donc, il peut effectivement communiquer sur un jour de fermeture ou sur quelques journées où les jours de congé sont posés. En revanche, il ne peut pas 24 heures avant obliger l'intégralité des salariés à poser leur congé payé, c'est impossible. J'aimerais qu'on écoute également le président du MEDEF Île-de-France de l'époque, Daniel Weissmann, qui s'était justement exprimé sur cette nécessaire souplesse. On vient d'évoquer les horaires de travail, notamment les horaires d'arrivée au travail pour les salariés. On l'écoute et je vous fais réagir en plateau. Là, soit dans certains cas prennent des journées d'ARTT, c'est une des solutions, parfois des vacances quand ils n'ont pas d'ARTT. On doit, en tant qu'entreprise, être extrêmement souple sur les heures d'arrivée comme sur les heures de départ, faire preuve de beaucoup de souplesse avec ceux qui viennent de loin ou ceux qui ont des galères particulières. Est-ce qu'on doit attendre aujourd'hui de l'entreprise qu'elle fasse preuve de plus de bonne intelligence? Quand je dis bonne intelligence, je pense bien sûr à cette nécessaire souplesse. Vous disiez tout à l'heure, même un salarié qui n'y peut rien. Est-ce que justement, quand un salarié n'y peut rien, ça reste juste de lui sucrer, une journée ? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que l'employeur ne peut pas financer les grèves qui sont posées.
tout au long de l'année. Donc évidemment que les employeurs font preuve de souplesse. Déjà, ils le font sur un plan financier. Ça a été un coût énorme de s'équiper en poste à distance pour permettre aux salariés de télétravailler à l'époque du Covid. Et puis, de fait, quand une journée de télétravail est actionnée, vous avez des prises en charge qui sont faites par les employeurs. Il y a une indemnisation qui peut être versée parfois dans certaines entreprises. Certains salariés vont réclamer des compensations. Donc déjà, sur l'aspect financier, il y a une souplesse et un accompagnement de l'entreprise. Et après, évidemment qu'il y a une part de bonne foi, comme je le disais tout à l'heure. Et s'il y avait de fait un conflit qui naissait un jour de grève sur un licenciement qui pourrait paraître éventuellement injustifié, l'employeur sait que s'il se présentait devant un juge, il risquerait d'être sanctionné. Donc évidemment que les employeurs sont souples et de bonne foi. Ça ne prend pas nécessairement ces proportions-là, en tout cas pas sur des exemples comme cela. Non, mais en général, si vous voulez, quand il y a un licenciement, c'est souvent la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit. Il y a une antériorité, c'est qu'à un moment donné... Il y a un historique. Il y a un historique, voilà. Donc c'est dans ces cas-là qu'il faut regarder. Parce que bon, effectivement, on ne peut pas justifier un licenciement pour un retard ou même pour une absence dans le cas d'un blocage des transports en commun qui interdit à la personne qui est à 2 heures de son travail de venir au travail. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que aujourd'hui, finalement, les blocages sont, de ce que j'en ai eu le sentiment, sont moins graves que prévu. Bon. Tout à fait. Donc, des salariés qui pourraient dire, je vous assure, j'ai pas pu venir jusqu'à mon travail parce que j'ai pas eu de train, j'ai pas pu circuler, alors qu'en réalité, les perturbations étaient relativement faibles. Là, pour le coup, va se poser la question de la bonne foi du côté du salarié. Donc voilà, la bonne foi, elle est des deux côtés, et du côté de l'employeur et du côté du salarié. Des salariés. On a parlé de ces salariés éligibles au télétravail, on a parlé aussi de ces entreprises qui peuvent s'accommoder d'une certaine forme de souplesse, en tout cas dans des conditions comme celle-ci. C'est pas possible pour tout le monde, c'est pas possible pour tous les métiers. C'est ce qu'a rappelé Louis Sarkozy sur SCI le 28 juin. Je vous propose qu'on l'écoute. C'est d'une injustice totale et la gauche devrait s'élever contre cette absurdité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de télétravail pour le serveur, il n'y a pas de télétravail pour le garagiste, il n'y a pas de télétravail pour le policier ou pour le soldat. Mais si on bosse dans un truc qui nous permet de rester chez nous, on peut le faire. Enfin, c'est d'une injustice chronique. Est-ce que c'est profondément injuste, le télétravail ? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas poser les questions en termes d'injustice. C'est pas la manière de poser le problème. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que vous avez effectivement 2/3 des salariés qui ne peuvent pas accéder, de fait, par la nature de leur métier, finalement. Par la nature de leur métier. Après, les métiers sont très différents les uns des autres. Vous avez des Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, les organisations syndicales poussent la semaine de travail en 4 jours, en gardant la même quantité de travail, pour essayer de satisfaire à cette demande d'équité. Mais il ne faut pas opposer. Aujourd'hui, vous savez, la personne qui est en télétravail, elle peut être, si elle est bien managée, je dis bien si elle est bien managée, elle peut être aussi productive que la personne qui est sur place. Vous aviez vu ce bandeau, justement, pendant l'émission. Télétravail, plus de télé que de travail. On sous-entend qu'en télétravail, on ne fait pas grand-chose. Mais quand vous avez eu l'instauration du télétravail, Madame Borne a dû faire 1000 contrôles par jour, a inventé un nouveau délit. Le ministère du Travail, elle était ministre du Travail à l'époque, parce que les employeurs refusaient de mettre en place le télétravail. Nous avions en France un retard considérable par rapport à tous les pays. À cause justement de cette méfiance que j'évoquais. Parce que vous aviez M. Sarkozy, le père plutôt, là, qui avait dit, par exemple, que le télétravail était égal à la télévision, ce qui n'est pas forcément le cas. Dans le télétravail, Comment est-ce que c'est vécu côté entreprise, Benoît Séguier ? Il est clair que certains employeurs ont fini par avoir des doutes sur la productivité de certains collaborateurs qui étaient de fait isolés. Mais pour répondre à Louis Sarkozy, objectivement, tout est injustice. Certains postes, un poste de garagiste est moins rémunéré qu'un poste de cadre supérieur. Un poste de serveur est plus pénible qu'un... Vous voyez ce que je veux dire ? Si on commence à rentrer c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Non, la réalité, c'est que le télétravail, c'est une solution qui a permis de pallier bien des épreuves pour des entreprises. Et aujourd'hui, si les entreprises perdent moins d'argent les jours de grève, c'est grâce au télétravail. Donc on va plutôt se féliciter... on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Non. Oui, en pleine période de crise, si on n'avait pas eu les Français qui avaient fait un énorme effort, parce qu'ils sont tombés encore une fois dans la piscine sans y avoir été préparés, on n'aurait pas eu, je dirais, l'année économique que nous avons eue. On aurait eu une catastrophe économique beaucoup plus grave. Donc, c'est grâce au télétravail et grâce à la résilience. Et d'ailleurs, on l'a pas suffisamment souligné. Il y a une résilience collective énorme. Les gens qui ont travaillé parfois 12 heures par jour, isolés en télétravail, attachés à leur travail. Avec des conséquences sociales et psychologiques. Il faut vraiment pas être... Alors même que les serveurs, c'était pas drôle pour eux, mais eux n'ont pas travaillé
travaillé pendant 9 mois pendant le Covid. Voilà, étaient pour le coup, eux, en chômage. Donc, c'est une injustice réparée. Si je vous écoute, je plaisante, évidemment. Bon, parmi les solutions avancées, le financement par l'employeur d'une solution de transport alternative. Ça se fait beaucoup, ça? Je pense évidemment au taxi. Oui, de mettre à disposition des véhicules par exemple, une flotte collectifs. De véhicules, bien sûr, il y a des solutions qui peuvent se mettre en place. Alors, une fois de plus, elles peuvent se mettre en place quand les mouvements durent, parce que ça a un coût et que l'entreprise pense par principe que le salarié a une responsabilité individuelle et qu'il doit s'organiser pour venir. Et toutes les entreprises n'ont pas les moyens de mettre en place des sachant qu'il y a déjà des impacts importants sur l'activité économique des entreprises dans le cadre d'une journée de grève. Selon les chiffres de la CCI Paris-Île-de-France, entre le 12 et le 15 décembre 2019, en effet, c'est un chiffre qui remonte. 93% notent un impact de la grève sur leur activité économique. 96% déplorent une baisse de chiffre d'affaires. Il y a donc un impact réel, un impact concret. J'ai une dernière question sur les passagers clandestins, ceux qui profitent justement de la grève pour s'offrir une journée de repos. Est-ce qu'ils ont des chances de passer entre les mailles du filet? Si je vous écoute, ils n'en ont aucune. A priori, de ce qu'on vient de dire, ils ont peu de chances de passer à travers les mailles du filet. Puisque de toute façon, s'ils ne travaillent pas ce jour-là, ils ne seront pas payés. Et quand en général, ils arrivent à aller jusque sur leur lieu de travail, il y a plus de travail ce jour-là parce que certains sont absents. Donc de toute façon, personne en général passe à travers les mailles du filet. Mais est-ce que ça a un impact sur la valeur du travail? Je pense que les Français sont très attachés à leur travail, tout au moins ceux qui en ont un, parce que le travail, c'est quand même très important dans nos vies. C'est pas simplement gagner son salaire. C'est un lieu de socialisation. C'est un lieu on est ensemble aujourd'hui. On fait preuve de créativité ensemble. Merci. On a un lien qui se crée. Vous avez effectivement, c'est un lien social d'appartenance. C'est aussi une nourriture narcissique. Vous nous recevez, ça nous fait plaisir, ça nous effectivement. Gentil, donc. Voilà, donc vous voyez. Vous êtes très diplomate. Vous présentez très bien les choses. Il y a eu beaucoup de métaphores, quelques allégories et beaucoup de compliments. Voilà. Non, mais je suis pas. Je ne suis pas dans le compliment gratuit. Je pense sincèrement que le travail est au centre de nos vies. Et il nous valorise. Et nous valorise. Et quand d'ailleurs, moi j'ai beaucoup écrit sur ces questions-là. J'ai publié un livre sur la crise suicidaire en milieu professionnel. Eh bien, vous avez effectivement, quand vous êtes en chômage, en précarité, un risque suicidaire qui est 4 fois supérieur à celui quand vous êtes en travail. Le travail est aussi une protection en matière de santé. Donc, la valeur travail, elle est bien présente. Après, il y a des problèmes parce que problème de management, Parce que le travail ne paye plus, en tout cas plus assez bien? Peut-être, et puis aussi beaucoup parce qu'on a un management qui est très Louis XIVien, qui tombe très vertical, très centralisé. Et ça, les salariés, surtout les jeunes, n'en veulent plus. Voilà, n'en veulent plus, alors que dans d'autres pays, on n'a pas du tout ça. Dans d'autres pays, moi je vais beaucoup en Suisse, en Allemagne, dans les pays du Nord, on a beaucoup plus, je dirais, de management horizontal, participatif. Qui est mieux vécu, notamment par les jeunes générations. Beaucoup mieux vécu. C'est bien le mot de la fin pour vous. Le mot de la fin, déjà, je rejoins l'avis de mon contradicteur, c'est que si je n'étais pas venu travailler aujourd'hui, je n'aurais pas été sur votre plateau et je me réjouis d'être là aujourd'hui parce que vous nous avez très bien reçus. De compliments. Voilà. Et ensuite, croyez-moi que ceux qui sont venus travailler aujourd'hui ont fourni un effort particulier et c'est la preuve qu'ils aiment leur travail. Donc, au contraire, on peut se réjouir de voir que la France continue à avancer malgré des minorités qui tentent de créer du désordre. Voilà. Et on suivra évidemment le mouvement du 18 septembre. Le vrai dernier mot de la fin. Vous savez, simplement une chose, qu'est-ce que veulent les Français? Ils veulent faire bien leur travail. Ils veulent qu'on leur donne de bonnes conditions de travail pour vraiment exercer bien leur travail. C'est des études qui sont récurrentes. 75% des Français pensent ça depuis des années et des années. Voilà. Après, il y a les 25 qui sont un peu mal au travail et ça, on s'en occupe. Voilà. Merci de vous en occuper pour nous. Avec les organisations syndicales, avec les dirigeants, avec tout le monde. Et on suivra évidemment la journée du 18 septembre ensemble et ses conséquences. Merci beaucoup Benoît Sévilla, merci beaucoup Jean-Claude Delgenne d'avoir été présent sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'entretien culture. Qui ne connaît pas le chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry et son personnage principal, devenu une véritable icône, Le Petit Prince, un succès mondial et un classique aussi universel qu'intemporel dont la poésie nous est retranscrite à l'Atelier des Lumières pour une nouvelle exposition immersive. On en parle avec Grégoire Monnier, directeur de Culture Espace Studio. Merci beaucoup d'être avec nous. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle page que vous ouvrez et que vous écrivez à l'Atelier des Lumières. Ce nouveau projet,
tourne autour du Petit Prince. C'est un personnage inoubliable, incontournable, presque mystique. Et moi, je me souviens de cette phrase qu'on m'a dit assez tôt. On m'a dit, tu verras quand tu seras grande, tu le reliras et tu le liras et tu le découvriras différemment. Donc ça dit à quel point c'est universel. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez eu envie de vous y attaquer ? Tout à fait. Donc vraiment, à l'Atelier des Lumières, comme vous le dites, c'est toujours trouver des sujets qui vont aller et surprendre notre audience, tout en restant le plus accessible à un public très large. Donc on vise évidemment les enfants, mais aussi les adultes. Et là, Le Petit Prince, c'est effectivement le texte qui a une grille de lecture en fait qui est très différente. C'est accessible pour un enfant, il y a des choses très faciles à comprendre, mais en même temps, il y a des messages très philosophiques. Et je pense qu'il faut avoir un peu de bagage et un peu d'expérience pour tout comprendre dans ce texte si connu. Et c'est une œuvre qui va très vite être entourée, en plus d'une part de mystère et presque de fantastique, avec le destin de son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, qui décède 1 an après avoir publié Le Petit Prince à New York. C'était en 1943. Il disparaît mystérieusement au-dessus de la Méditerranée. Et ça, est-ce que ça participe aussi un peu à la légende ? Indépendamment de la qualité, évidemment, du texte et des dessins. Bien sûr. Moi, je pense que vraiment, ça fait... on se dit, c'est une œuvre... presque, c'est sa dernière œuvre juste avant de disparaître. Et du coup, on a peut-être encore plus mis l'accent sur essayer de découvrir, se dire est-ce qu'il n'y avait pas des indices sur cette disparition qui est un peu soudaine. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que l'aviateur, ce personnage qui est donc le personnage qui va rencontrer le Petit Prince dans le récit. Antoine de Saint-Exupéry. Exactement, c'est un peu Antoine de Saint-Exupéry. Donc on a l'impression de continuer à le faire vivre en mettant en scène cet aviateur. Se pose ensuite évidemment la question de la nature de ce récit. On s'est tous posé la question, est-ce que c'est un livre pour enfants ? Oui et non. Est-ce que c'est un conte philosophique ? Oui, probablement. Oui. Est-ce que c'est un recueil de poésie, quelque chose d'extrêmement poétique ? En tout cas, c'est un récit poétique. Et finalement, c'est très, très, très difficile à qualifier. Exactement. Et c'est ça qui en fait toute la richesse. Et c'est pour nous aussi un challenge vraiment très intéressant de se dire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a un texte qui est donc connu de tous, avec énormément et de poésie, mais aussi de philosophie. On a aussi quelques dessins, quelques aquarelles qui ont été faites par Antoine de Saint-Exupéry. Nous, on est quand même sur un médium où on a besoin d'avoir des choses visuelles. Voilà, ouais, c'est avant tout de l'image. Et donc, on est parti de tout ça pour se dire, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant ? On va rester dans l'univers pictural de Saint-Exupéry, qu'on va évidemment développer, parce que nous, on est sur une exposition qui va durer 45 minutes, donc il va falloir dessiner beaucoup plus que ce que lui n'a pu faire. Mais aussi, comment est-ce qu'on va mettre en valeur ce texte ? Et donc, on a décidé d'en sortir les principales citations, d'en sortir les principaux messages. Les principaux personnages aussi ? Et les principaux personnages, exactement. Et avec tout ça, de rajouter une voix pour chacun de ces personnages-là. Donc on a vraiment un peu personnifié l'aviateur, évidemment, mais aussi le Petit Prince, le renard, la rose, tous les personnages qu'on va retrouver dans le livre. Et on va repasser à travers le récit, en suivant les chapitres de l'œuvre originale. Oui, vous respectez finalement la chronologie de l'œuvre de Saint-Exupéry. Et vous venez de nous rappeler l'importance, indépendamment de ce texte qui est magnifique, quand on le relit adulte, de ces aquarelles qui sont absolument fondatrices, puisque dans ce trait, dans ce dessin, il y a un univers assez pur, très magique, complètement poétique, qui nous enveloppe et qui nous embarque, et finalement qui dit aussi peut-être autre chose encore que ce qu'on aurait pu avoir simplement dans le texte. C'est vrai, alors je pense que Saint-Exupéry disait qu'il ne savait pas dessiner, il considérait que c'était des petits gribouillis sur un croquis. Non, on pense qu'aujourd'hui, malgré le peu de dessins, parce qu'il n'y en a quand même pas énormément par rapport à ce qu'il a écrit, mais en revanche, c'est vrai que chacun de ces dessins-là, il y a un coup de crayon, il y a une patte artistique qui est clairement qui le sort complètement du reste du monde. Et donc, pour nous, c'est une matière première fantastique de se dire, on part de ce dessin-là, qui est déjà très expressif, ce Petit Prince avec ses cheveux, ses yeux, et c'est à ça qu'on doit donner vie. Donc, on a travaillé, nous, avec des graphistes qui vraiment s'approprient ce dessin de Saint-Exupéry. Et quand on se dit, on l'anime, on lui fait cligner des yeux, on le fait marcher, le Petit Prince, on essaie vraiment de respecter cette patte graphique pour qu'on ait l'impression que c'est presque comme si Saint-Exupéry l'avait imaginé. C'est ça qu'on met aujourd'hui sur les murs. Donc, l'animer sans le dénaturer. Et on va voir justement ce que donne cette poésie, cet univers magique sur les murs de l'Atelier des Lumières. On regarde la bande-annonce ensemble.
vous avez vu la rose, le renard, le serpent, les paysages qui défilent, le désert, la prairie, les planètes. Cette quête finalement pour apprivoiser le monde, le décrypter, qui nous ramène évidemment à notre propre questionnement personnel, notre propre quête de sens. Comment est-ce que vous apportez cette dimension qui est quand même très présente dans le texte ? Oui, alors on a sélectionné les principales citations, on les a vraiment intégrées dans les images, c'est-à-dire que ce n'est pas juste quelques mots qu'on pose par-dessus une image, c'est plutôt quelque chose qui va venir vraiment à l'intérieur du graphisme. Quand par exemple le serpent dit au Petit Prince « je suis plus fort que le doigt d'un roi », c'est le serpent qui se trace dans l'intégralité de l'Atelier des Lumières, et sur son dos, on peut lire la citation. Donc c'est un exemple parmi d'autres pour dire on doit pouvoir voir le texte à l'intérieur de ce récit animé autour de nous. Et donc c'est en mettant l'accent sur certaines de ces grandes citations-là qu'on essaie de guider le spectateur dans la relecture ou la lecture tout court de ce récit, et évidemment en essayant de rester accessible toujours pour les petits comme les grands. Qui abordent des thématiques parfaitement universelles et qui en effet peuvent convoquer des réflexions chez les plus petits jusqu'aux plus âgés, le questionnement perpétuel, le fait de se remettre en question tout le temps, notre capacité à nous émerveiller ou non, l'enfance, le passage à l'âge adulte, le bonheur, la peine, l'amour, l'amitié, ce qui est visible, ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas toucher. C'est rare d'avoir une œuvre, je trouve, qui est aussi universelle, et donc derrière, j'imagine que dans cette proposition immersive, c'est assez bouleversant. Oui, bien sûr, c'est vraiment cette recherche d'émotion et de profondeur du texte qu'on a essayé là de mettre en image. Et donc il y a cette grande recherche pour bien évidemment garder l'essence de la philosophie du texte, mais aussi se dire mais comment est-ce qu'on va amener ça au spectateur. Et donc c'est le choix aussi des personnages, des voix des personnages, c'est-à-dire la voix de l'aviateur, la voix du Petit Prince, la voix du renard, où chacun doit avoir une voix déjà bien identifiable et puis un ton et une façon de faire, de nous raconter l'histoire qui doit être comme celle que qu'Antoine de Saint-Exupéry aurait choisi finalement. Exactement, c'est ce qu'on nous souhaite. Et ça, le renard est particulièrement espiègle, le serpent est évidemment presque un peu menaçant dans la façon de parler. L'aviateur, lui, a ce côté très statutaire, un peu d'adulte par rapport à ce Petit Prince qui, lui, est un enfant. C'est tout ce récit-là qui, en fait, se met en route d'une manière avec le son et l'image par rapport à ce que les gens connaissent, qui est donc juste le texte de Saint-Exupéry. Et encore une fois, sans jamais le dénaturer, en gardant cette chronologie, on n'est pas perdu. Si on est un amoureux d'Antoine de Saint-Exupéry et de cette œuvre, on s'y retrouve évidemment. Et si on ne connaît pas, on peut s'accrocher à la palette essentielle finalement de ce qu'est cette histoire et de son personnage. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je me demande aujourd'hui le pouvoir de ces mots sur les jeunes générations. Et j'imagine que derrière, ça déclenche de jolies discussions aussi en famille. C'est une de vos grandes forces, c'est qu'on peut se rendre dans chacun des spectacles immersifs de l'Atelier des Lumières en famille XXL, avec les grands-parents, avec les plus jeunes. Et ça marche toujours. Oui, on a vraiment vu là sur cette exposition qui est diffusée à Paris déjà depuis le mois d'avril, qui avait été diffusée à Bordeaux au Bassin des Lumières dès le tout début de l'année. On est à plus de 500 000 personnes déjà qui ont vu l'exposition. On a énormément de familles. On a vraiment beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants, même très petits, dès 3 ans, en fait, dès qu'ils savent marcher. Ils sont très heureux de se promener dans l'Atelier des Lumières, de marcher sur les graphismes qu'il y a au sol et juste de profiter des jolies images du renard et de tout ce qu'ils reconnaissent facilement. Et puis, comme vous avez dit, les parents et aussi les grands-parents, eux, sont très contents finalement de se reposer les questions sur la philosophie du texte. Moi, grâce à vous, j'ai eu très envie de le relire, donc je me le suis acheté et je vais le dévorer avec beaucoup de plaisir parce que je trouve que ça nous permet vraiment de redécouvrir des œuvres aussi, et c'est la grande force de ce que vous proposez. C'est vrai quand vous mettez à l'honneur des artistes, des peintres, c'est vrai quand on parle de romanciers, ça nous donne envie d'aller plus loin, et ça a cette visée pédagogique que je trouve géniale. Idem sur, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez Antoine de Saint-Exupéry ne se considérait pas comme un grand dessinateur. D'ailleurs, quand la mythique demande « dessine-moi un mouton », la porte s'ouvre sur ces croquis finalement qui sont là pour satisfaire le Petit Prince, et on se dit mais c'est pas possible, en fait il y a un génie formidable dans ces dessins, et ça donne à votre sens peut-être à certains des vocations aussi de se dire je n'osais pas vraiment, je gribouille sur une feuille, et pourquoi pas continuer, ça dope la créativité. Oui, je pense complètement, parce qu'on montre bien là, dans les différents chapitres, pour chacun des personnages, on a essayé vraiment de créer une patte graphique, un univers graphique très différent d'un chapitre à l'autre. Et donc, je pense que le spectateur, il va vraiment voir quelque chose qui ressemble à de la gouache, quelque chose qui est vraiment de l'aquarelle, un autre, c'est vraiment du crayonné, et avec toujours ce dessin qui est
presque un peu maladroit dans un sens de Saint-Exupéry, puisqu'on a l'impression qu'il est quand même fait un peu à la va-vite, mais il y a tout ce talent quand même qui donne le charme à ce dessin. Et donc je pense que ça rend tout ça accessible. On se dit, bon finalement, le renard, typiquement, c'est 5 ou 6 traits qui évoquent un renard, et c'est génial, il suffit de pas grand-chose pour faire ce dessin-là. Donc je pense que oui, ça peut tout à fait créer des vocations et se dire, en fait, il suffit de pas grand-chose. Et puis, je vois déjà les enfants arriver avec leur dessin de l'école plus ou moins réussi, voilà. On peut dire, et se prendre pour de vrais artistes dès le lendemain. Quelle est la séquence qui vous touche le plus ? Je pense vraiment que c'est la séquence d'adieu, qui est le moment où le petit prince a décidé de retourner sur sa planète et donc de se faire mordre par le serpent pour quitter son enveloppe corporelle et retourner sur sa planète. Et sans le dire vraiment honnêtement à l'aviateur, qui lui dit plutôt « ne viens pas demain parce que j'aurai l'air de mourir ». Et ça, cette séquence-là, on l'a vraiment mise en scène avec cet aviateur, le discours de l'un, de l'autre, la voix évidemment presque un peu tremblotante de l'aviateur qui comprend qu'il va se passer quelque chose de grave. L'émotion est là. Et l'émotion est là et je pense que vraiment on la ressent. Moi, à chaque fois qu'on revoit cette scène, et pourtant je pense que je l'ai vue 150 fois, on a toujours la chair de poule. Donc je pense, et on le voit dans les commentaires, les gens sont tous très émus par ce passage. Et en parallèle, il y a toujours une autre exposition ? En parallèle, il y a l'exposition Van Gogh en ce moment. On a fait un Van Gogh complètement remasterisé, donc c'est le sujet qu'on avait traité en 2019 à l'Atelier des Lumières. Je crois qu'on en avait déjà parlé, on a déjà eu l'occasion de le traiter. Exactement. Et donc c'est toujours un plaisir parce qu'à côté de cette exposition principale, on peut découvrir autre chose, en l'occurrence l'immense artiste qu'est Van Gogh. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette exposition incroyable à l'Atelier des Lumières autour du Petit Prince de Saint-Exupéry, l'Odyssée immersive, le terme est bien choisi. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. On passe tout de suite à l'art de vivre. Il y a des lieux qui cultivent une certaine idée de l'art de vivre à la française, qui font vibrer tradition avec excellence. C'est le cas d'un établissement niché dans le parc du château de Versailles. Hôtel de luxe, lieu de haute gastronomie, de détente, de sport. Le Trianon Palace incarne l'art de vivre à la française à quelques kilomètres de Paris. Et on va en parler avec ceux qui font fonctionner cette musique au quotidien. Stéphanie Rambaud, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du Waldorf Astoria Versailles, Trianon Palace. Eddy Ben-Ghanem, vous êtes chef pâtissier de cet établissement. Merci beaucoup à tous les deux d'être ici. Je vais commencer avec une question peut-être assez personnelle sur ce que représente pour vous l'art de vivre à la française. Ah, l'art de vivre à la française. Déjà, vous posez la question en anglaise. Mais c'est pas drôle. Non, effectivement, pour moi, c'est le raffinement. Et c'est également un sens du détail. Mais aussi, au Trianon Palace, c'est la convivialité. Je pense que ça peut pas... Ce sont ces trois ingrédients qui fonctionnent ensemble et nous permettent d'atteindre l'art de vivre à la française. Pour vous, Eddy Ben-Ghanem. Je rejoins Stéphanie, c'est cette convivialité, cet art de vivre, cette simplicité, le détail. Et ça doit être simple, en fait. C'est pas prétentieux, c'est pas lourd, c'est pas riche, mais... Là, vous parlez tout de suite de dessert. Quand non, c'est... Vous avez vu, c'est une déformation professionnelle. En fait, c'est vraiment... ce détail doit être simple, en fait. Parce que ce qui fait que le moment devient incroyable et riche et intense, en fait, c'est que ça n'a pas été fait exprès, ça a été fait de façon spontanée. C'est l'excellence dans la simplicité, finalement. Exactement. Aussi. Ça ne doit pas se voir, en fait. Au Trianon Palace, vous cultivez justement cet art de vivre. Ça passe par l'art de recevoir, ça c'est très important. Ça commence évidemment par des hébergements d'exception. C'est quoi le comble du luxe? C'est la petite attention, c'est ce qui est attendu par la clientèle finalement que vous recevez, aussi par ces Parisiens, par ces Franciliens qui ont envie de s'offrir aussi une expérience. Absolument, c'est le sur-mesure. Nous avons toute typologie de clients, tous très exigeantes, et qui ont tous des demandes très différentes. Donc, on essaie de créer les événements. On a toute un panoplie de différentes typologies d'événements qu'on peut organiser pour nos clients. Et voilà, on essaie d'être très dans les détails pour chacun. Eddy Ben-Ghanem, vous êtes le chef pâtissier de cet établissement. Je le disais en introduction, c'est une responsabilité qui est importante puisque vous dirigez toute la partie dessert. Il y a plusieurs établissements à l'intérieur même de cet établissement, la véranda, le restaurant de Gordon Ramsay, le Tea Time également, et autant de propositions derrière à créer, ça doit être d'un point de vue créatif absolument génial pour vous. C'est génial en fait, et à chaque fois que c'est génial, c'est du plaisir, et à chaque fois c'est du plaisir. Naturellement, le sur-mesure se crée naturellement, et en fait, encore une fois, ce qui est important pour moi, c'est ça ne doit pas se sentir, ça ne doit pas se voir. Ça ne doit pas être laborieux, c'est ça? Non, il faut se faire plaisir. En fait, quand vous faites plaisir, vous, en travaillant, les clients, à la fin, le ressentent.
On voit certaines de vos créations s'afficher à l'écran. Qu'est-ce qui guide vos choix? Comment est-ce que vous trouvez cet équilibre entre sublimer la pâtisserie à la française, qui est quand même très traditionnelle, et en même temps votre créativité qui, on le devine, est immense? À travers 3 points de vente, donc le Peacock Alley, la Véranda ou le Gordon. Donc c'est vraiment 3 produits différents et en même temps très complémentaires. À la Véranda, ça va être un produit convivial, ça va être un produit simple, extrêmement lisible, à travers une tarte au citron par exemple, avec beaucoup d'énergie. Ou un pâté en croûte. Vraiment, c'est des produits très identifiables, mais avec un twist de modernité. Le Peacock, qui est encore différent, mais là, ça va être le Tea Time. Le câlin, qui est pour moi un truc juste génial, parce que c'est génial. C'est une guimauve, mais qui n'est pas une guimauve. C'est extrêmement fruité, c'est peu calorique. Et après, bien sûr, notre restaurant gastronomique Gordon Ramsay, qui... Étoilé. Voilà, étoilé, une cuisine et une pâtisserie ciselée, différentes. Encore une fois, identifiable, avec des personnalités et donc des chefs différents. Mais pour moi, c'est un outil et un terrain de jeu incroyable. Je suis persuadée que vous êtes très fiers de cette touche britannique avec ce Tea Time. Là, on s'éloigne un petit peu de l'art de vivre à la française, quoique. C'est aussi ça, l'élégance, c'est proposer finalement des rendez-vous, des moments d'exception. Le Tea Time, c'est un incontournable. Tout le monde vient dans notre établissement pour le Tea Time de Eddie particulièrement. Donc, oui, c'est un incontournable. Et pour, oui, votre question qui était sur le... Finalement, c'est une manière de proposer aussi, j'imagine, à cette clientèle qui est très exigeante, des rendez-vous. Et justement, des rendez-vous, vous en proposez des nombreux. Il y a des pique-niques qui sont organisés dans le parc du château, dans cet établissement magnifique. Il y a évidemment ce rendez-vous du Tea Time et il y a des ateliers. Oui, des ateliers. Auxquels on peut participer avec Bien vous. Sûr. Donc, ça, c'est absolument génial. C'est génial parce qu'en fait, vous rentrez dans un laboratoire, donc dans notre pâtisserie, vous êtes dans l'effervescence de la pâtisserie, il y a le service qui fonctionne et puis on a des invités, des clients qui viennent pour faire un cours de pâtisserie. Donc, en général, le thème est défini. Mais là, le dernier, par exemple Saint-Honoré. Ah oui, le Saint-Honoré, un grand classique de la pâtisserie française. C'est votre préféré? C'est mon préféré, oui. Auquel vous vous êtes déjà exercé? Bien sûr. C'est important aussi de partager? C'est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est faire à manger, donc que ça soit du salé ou du sucré, le plaisir se ressent, l'accueil se ressent, tout passe à travers. Et moi, à la fin, je fais ce que je suis. Et c'est vrai que quand on rencontre, j'ai fait un cours de pâtisserie avec une de nos clientes qui venait souvent au gastro, et c'était super drôle, quoi. Ça, Et c'est vrai que comme je suis un petit peu trop généreux, en fait, le cours devait durer peut-être 2 heures. En fait, on a débordé sur 3 heures. Quoi. Incroyable, oui, j'imagine, puisque qui dit moment de partage dit convivialité, et ça peut vite déborder, évidemment. Cette clientèle internationale qui, derrière, finalement, se fait une ambassadrice de notre art de vivre à la française. J'imagine que quand on a cuisiné, pâtissé un Saint-Honoré avec le chef pâtissier de l'établissement, on est très fiers de pouvoir le présenter aux États-Unis, en Asie. Ça fait partie aussi, finalement, de notre soft power. Oui. Je vais un peu loin peut-être, mais... Non, vous savez, nous avons une clientèle internationale, bien sûr, qui vient pour cet art de vivre français et toutes ces expériences qui peuvent, pour lesquelles ils peuvent participer, bien sûr. Le plaisir gastronomique, évidemment, qui est quand même au centre des propositions de l'établissement, qui est complété par d'autres formes de plaisir, puisque vous avez une piscine absolument magnifique avec des espaces de détente. On peut aussi faire du sport. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vient rechercher ceux qui souhaitent s'offrir des moments comme ça? C'est se dire, je vais dans un établissement confortable où je vais passer un délicieux moment, délicieux d'un point de vue gastronomique et délicieux par les activités qui me sont proposées. Oui, il y a vraiment les 3 éléments. Donc, la couture, l'histoire, évidemment la gastronomie et ce côté nature, détente. C'est le vrai échapper le boule d'air pour sortir de Paris. Donc, c'est le côté bien-être. C'est incroyable. C'est incroyable d'être aussi proche de Paris et en même temps d'être aussi loin parce que c'est extrêmement dépaysant. Et c'est vrai que toutes les personnes qui passent le week-end sont complètement charmées, quoi. On est dans une bulle. Ouais. Et vous êtes dans une bulle qui est un emplacement tout particulier quand même, puisqu'on est finalement dans le parc du château de Versailles. On est donc finalement aussi dans un lieu d'histoire, vous l'avez rappelé, un lieu de patrimoine. C'est pas anodin. Comment est-ce que ça infuse sur votre travail au quotidien en tant que chef pâtissier, sur la créativité et puis derrière sur les propositions qu'on peut mener quand on a cette responsabilité-là? En termes encore une fois, j'utilise souvent le mot simple.
Parce que quand on regarde le château de Versailles, c'est pas si simple. Oui, mais le luxe ne doit pas se faire sentir. Pas ostentatoire, d'accord. Absolument. Donc, et c'est vrai que j'ai échangé avec Stéphanie Rambaud tout à l'heure. C'est vrai que vous venez à Versailles, vous venez au Trianon, et vous venez, c'est bienvenu chez vous en fait. C'est ça que nous essayons moi à travers la partie sucrée, mais ça ne doit pas se ressentir. On doit être à l'aise, on doit être bien. Ça ne doit pas être trop guindé? Pas forcément, mais en fait, là où l'alchimie se fait, c'est quand vous offrez un cadeau à un client qui n'était pas prévu, le client a une très forte émotion, a envie de pleurer, ou toute cette simplicité, en fait, c'est beaucoup de travail, mais elle est au service d'eux. Donc cette technologie, cette pâtisserie... C'est toute une machine, finalement, qui s'anime pour faire plaisir. Voilà, c'est assez incroyable, quoi. Moi, je suis toujours aussi sous le charme, et je suis toujours aussi... content, je trouve ça génial, et puis le but c'est vraiment de s'amuser. Vous avez l'air de prendre beaucoup de plaisir. Ouais, complètement. Mais Versailles, comme Paris, hein, c'est le symbole de l'histoire, c'est le symbole de la France. Je pense que, comme vous l'avez dit, on vient pour cet art de vivre à la française. Et nous avons donc, avec cet emplacement qui est absolument extraordinaire, juste aux portes du château de Versailles, voilà, toutes ces expériences à offrir, à participer. On peut organiser, par exemple, une balade à cheval dans les jardins du château de Versailles. Mais c'est des expériences uniques, ça. Pique-niques, comme pour... Oui, toutes ces expériences uniques qui sont l'éventail des différents choix qu'on peut en avoir pour nos clients. Est-ce que vous travaillez main dans la main avec les équipes du château de Versailles et du parc du château pour justement réussir à proposer des expériences qui ont du sens par rapport à la localisation du lieu, évidemment? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est extraordinaire avec le château, on pense toujours évidemment aux visites du château, mais il y a tout un agenda culturel pendant toute l'année avec les expériences donc, dans l'opéra de Versailles ou dans les jardins qui sont absolument fantastiques. Et nous avons, par exemple, les grandes zones nocturnes qui ont été quand même un moment absolument phare de cet été. Votre clientèle, elle s'y rend naturellement. C'est un incontournable. Quand on va au Trianon Palace, on visite le château de Versailles. Souvent. Ou son château, ses parcs. Souvent. Et pas que, parce qu'il y a le château de Versailles, mais il y a aussi le ville qui est fantastique. Nous avons tout le quartier des antiquaires, le grand marché de Versailles. Donc, notre clientèle aime beaucoup toutes ces options, en fait, toutes ces possibilités qui sont juste, juste devant notre hôtel. Une dernière question sur votre pâtisserie signature, celle dont vous êtes peut-être le plus fier et qui représente pour vous l'âme aussi de ce que vous présentez au quotidien et peut-être un clin d'œil au Trianon Palace et à Versailles. Pour moi, je pense que j'en ai peut-être deux. Vous avez le droit d'en avoir deux. Donc la tarte au citron, donc, qui est servie à la véranda, et puis les câlins. Donc la tarte au citron, qui est une tarte au citron avec des codes très classiques, donc du citron, une meringue, mais avec une puissance, une intensité très importante. Ouais, génial, j'adore. Donc, et le câlin. Et le câlin le câlin, en fait, c'est un tout petit gâteau qui pèse 40 grammes, mais qui a beaucoup d'intensité. Donc j'aime bien le côté tout petit et très, très puissant. Et nous l'avons fait évoluer autour de saveurs comme le fruit rouge, donc pour représenter le red velvet. Et voilà, c'est très fruité, très intense et des textures très, très, très gourmandes, en fait. On vous pose beaucoup de questions. Oui. Justement sur votre manière de travailler, sur la pâtisserie à la française, puisque j'imagine que pour les Parisiens et les Franciliens, on peut avoir été habitués à de jolies choses. Il y a une clientèle internationale qui découvre notre capacité à produire des desserts d'exception. Après, encore une fois, moi je fais à manger pour notre invité, pour notre client, donc c'est vrai que c'est ma vérité. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre du client. Et donc de voir le plaisir, j'imagine, dans les yeux de ceux qui dégustent. Exactement. Tiens, et peut-être que des fois, il y a des opportunités qui se créent. Et c'est vrai qu'on parlait du tea time, et on a un scone, et c'est l'incontournable tea time anglais. Mais un tea time sans scone, ça serait quand même difficile. C'est pas un tea time, voilà. Et évidemment, on a très peu parlé du spa, mais vous avez un magnifique spa Guerlain, avec des équipements qui sont absolument fabuleux et qui viennent compléter cet art de vivre à la française, puisque l'art de vivre, c'est aussi se détendre, passer de bons moments, vous l'avez dit, de convivialité, de simplicité, et puis penser un peu à soi, se faire chouchouter. Merci beaucoup, Stéphanie Rambaud, d'être venue nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci à vous, Eddy Ben Ghanem. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux pour parler de cet art de vivre auquel on tient tant. Moi, je vous dis à demain dans Bienvenue en Ile-de-France, et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV.